Alors, donc, voilà. Donc, type 1, type 2A, ce qu'on appelle le fast track. Ah, alors, il y a du son ici maintenant. Euh, voilà. Et donc, les prix des 2B, donc, on va opérer sur, donc, chez les en nourrissons de moins de 3 mois et qui vont être plus sujets à des complications qu'on va avoir ensuite dans la suite. Pour revenir un petit peu, les types 3, on essaie enfin, de ne plus les voir parce que c'est des patients qu'on ne peut plus opérer, qui ont des HTAP fixés, et donc ils sont inopérables. Et enfin, les types 4, on va rejoindre un petit peu la prise en charge au bloc opératoire en réanimation des types 1 et des types 2A. C'est des CIV avec sténose pulmonaire, donc avec poumon protégé. Et donc, c'est des enfants qui vont, peu ou pas, faire de réactivité pulmonaire en post-opératoire. On va dire que le post-opératoire va être conditionné à la taille de la CIV et au fait qu'il fasse de la réactivité pulmonaire. Donc, sur le reste du diapo, comme je vous ai dit, on va se concentrer un petit peu sur les CIV 2B. Et donc, on va commencer, on va dérouler un petit peu et on va commencer donc au bloc opératoire. Quels vont être un petit peu les pièges et qu'est-ce qu'il faut anticiper? Donc, les CIV 2B, c'est une cardiopathie avec un shunt gauche-droit. Et donc, le but, ça va être d'essayer de contrôler le shunt, de les laisser dans des conditions hémodynamiques euh, à peu près, à peu près correctes, en fait, comme ils avaient avant. Et donc, on va pouvoir jouer sur la résistance vasculaire systémique, les résistances vasculaires pulmonaires et la fonction myocardique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une déstabilisation du rapport QPQS, et donc avec un hyperdébit pulmonaire, il y a un risque de surcharge vasculaire pulmonaire, et à terme, si on continue dans ce schéma-là, un risque d'hyperperfusion systémique secondaire, voire d'hyperperfusion coronaire. Et donc, en gros, pour toutes ces cardiopathies, alors vous allez voir au fur et à mesure des cours, toutes ces cardiopathies avec des shunts gauche-droit, il va falloir essentiellement essayer de jouer sur la résistance vasculaire pulmonaire et donc jouer un petit peu sur les facteurs qui influencent cette résistance vasculaire pulmonaire. Et donc, c'est des patients qu'il ne va pas falloir préoxygéner à 100% d'FiO2 parce que l'oxygène, c'est un puissant vasodilatateur pulmonaire. Et, euh, et donc, habituellement, en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est ce que l'on fait actuellement pour induire ces enfants-là, c'est qu'on commence donc avec 40%, 50% d'FiO2. Et au moment où on a la perfusion et qu'on fait l'induction IV, qui touche le plus rare, à ce moment-là, on peut monter un petit peu la FiO2 pour avoir un peu plus de réserve, pour pouvoir l'intuber dans des bonnes conditions. Mais surtout, penser en fait à rétropédaler dès qu'il est intubé et que vous voyez que votre intubation est en place, rebaisser la FiO2 pour éviter effectivement de baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Pareil au niveau de la ventilation, des fois sur un nouveau-né, on peut avoir tendance à essayer de les hyperventiler au ballon. Donc ça entraîne une hypocapnie et pareil, ça peut diminuer la résistance vasculaire pulmonaire et aggraver le shunt. Donc toujours être assez vigilant sur ces résistances vasculaires pulmonaires et bien penser à baisser la FiO2 une fois intubé. Quelle va être l'évaluation maintenant péropératoire? L'évaluation va être ensuite donc de chercher l'intention d'intervention et à la pause de la CEC, l'évaluation va être multifactorielle, à la fois hémodynamique, donc en termes de monitorage, c'est des enfants qu'on va monitorer systématiquement avec une pression artérielle invasive. On va se servir des NIRS, au niveau cérébral, au niveau rénal, qui va permettre de connaître la perfusion tissulaire et de monitorer un petit peu le débit cardiaque. Et ensuite, en fin de procédure, en fonction euh, ben, de, en fonction de l'enfant et de l'évaluation préopératoire que l'on a, on va pouvoir les monitorer avec des cathés hyper intracardiaques. Donc pour ces enfants qui sont ces nourrissons qui ont des gros risques quand même de défaillance post-opératoire, il est intéressant quand même de les monitorer avec un cathé dans l'oreillette gauche qui va permettre vraiment un bon monitorage de la précharge du ventricule gauche et du remplissage. Et ensuite, on peut également demander au chirurgien de positionner un cathéter dans l'artère pulmonaire. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup il y a quelques années parce qu'on avait tendance à opérer les CIV un petit peu plus tard. C'est pas avant 3 mois, plutôt vers l'âge de 4-5 mois. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en les opérant plus tôt, les enfants faisaient moins de réactivité pulmonaire. Il y avait moins de modification de l'endothélium pulmonaire, ils faisaient moins de réactivité pulmonaire. Donc, je pense que le KTAP, personne ne vous reprochera de le mettre. À mon avis, si vous avez un doute sur le fait qu'il fasse de la réactivité pulmonaire en post-opératoire, il faut le mettre. Et notamment sur des CIV que vous n'opérez pas avant 3 mois, mais plutôt vers l'âge de 4-5 mois, où là, pour le coup, ils vont vraiment avoir tous les facteurs de risque de faire de la réactivité pulmonaire. On va faire de l'ETO chez tous ces patients à la recherche de lésions résiduelles. On recherche un shunt résiduel en bordure de patch ou autre, qui pourrait pousser donc à repartir en CEC, reclamper pour aller fermer la CIV et évaluer la fonction biventriculaire de ces patients. Ensuite, il va y avoir une évaluation de l'hémostase également, euh, qui va être biologique
chez tous ces enfants, en fait, donc nourrissons qui ont une CEC, on va être assez, on va dire, agressif sur l'hémostase biologique post-opératoire à la pause de la CEC. On va se servir, on sait qu'il y a une énorme consommation de facteurs, et donc on va se servir de toutes les armes, on va dire, prothrombotiques que l'on a pour essayer d'avoir en fait une hémostase efficace rapidement. Donc on va se servir de la protamine également, de fibrinogène, de canocade, de plaquettes. Bien évidemment, l'hémostase chirurgicale doit être rigoureuse. Le but, c'est d'arriver à avoir une hémostase rapide et efficace pour éviter ensuite de partir dans une espèce de cercle vicieux où l'enfant continue de saigner. Donc, du coup, on doit le remplir, on doit le transfuser avec du sang qui arrive, qui est plutôt froid. L'enfant se refroidit, l'hémostase se fait pas, etc. Donc, on essaie vraiment d'être assez agressif sur l'hémostase à la prise en charge initiale pour avoir une hémostase rapide. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est un monitorage invasif et ETO pour l'évaluation, les réparations et les fonctions. Et donc, quelles vont être maintenant les complications fréquentes en post-opératoire sur ces CIV qu'il va falloir essayer d'anticiper au maximum? Donc, la première, ça va être la défaillance gauche, ou pump-off, on va y revenir un petit peu après. La deuxième, l'HTAP, les troubles du rythme et de la conduction, et éventuellement les troubles de ventilation. Donc, concernant la défaillance VG, elle va dépendre de la fonction VG préopératoire. Effectivement, si le VG est déjà défaillant préopératoire, la CEC et le clampage ne vont pas améliorer forcément la fonction. La durée de CEC et de clampage aortique et la fermeture du shunt gauche-droit. Elle est d'autant plus grave que le VG est petit anatomiquement et que la CIV est opérée tardivement. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fermant la CIV, d'autant plus qu'elle est large, on va augmenter la post-charge de manière un petit peu systématique, puisque le VG initialement a deux voies de sortie, on lui ferme une voie de sortie. Donc on va augmenter la post-charge de ventricule gauche, et ça, des fois, c'est plutôt mal toléré avec des VG qui se mettent un petit peu au tapis. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de les monitorer avec un KTOG pour évaluation de la précharge, et ça va être des enfants qu'on va sortir sous support inotrope. Donc, excusez-moi. Dans les habitudes de service, en tout cas ici à Bordeaux, on va associer essentiellement l'adrénaline, donc la déposologie de 0,05 gamma km, et le milrinone, le chorotrope, à 0,5 gamma km. Les posologies qu'on va pouvoir augmenter, c'est-à-dire que habituellement on se dit que l'adré, on peut la doubler. Quand on commence à avoir des posologies au-dessus de 0,1 gamma km d'adré, qu'on arrive à la pause de la CEC, et qu'on voit qu'il y a une grosse instabilité hémodynamique, à ce moment-là, il faut réfléchir à soit avoir un serrage de la CEC un petit peu plus longue, soit éventuellement sortir sous assistance. Encore une fois, l'occurrence de l'assistance en post-opératoire de CIV est assez exceptionnelle. Normalement, dans support inotrope, on va dire à peu près standard comme ça, on arrive à sortir de CEC sans aucun problème. Donc, juste ce petit diapo par rapport aux inotropes. Donc, l'adrénaline, les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 3, qui vont avoir comme mécanisme de pouvoir faire entrer le calcium, augmenter la concentration de calcium intracellulaire. Et enfin, il y a un autre traitement. Donc là, on peut s'en servir également sur des CIV avec une dysfonction VG préopératoire, des CIV opérés un petit peu tardivement. On sait que le post-opératoire est un petit peu compliqué. On peut se servir également de lévocimendant, qui va avoir une action un petit peu différente des autres, puisque il ne va pas y avoir de mouvement de calcium intracellulaire, et ça va juste permettre d'activer la connexion entre actine et myosine. Enfin, c'est un sensibilisateur pardon, de l'actine à la myosine, et ça va également en fait une pharmacodynamie un petit peu différente des autres, où en fait c'est des injections sur 24 heures, et avec un fonctionnement qui est lié au métabolite actif, donc avec un pic d'action à 24-48 heures après l'injection. Donc ça peut être intéressant sur les cardiopathies où vous savez que le post-opératoire peut être compliqué avec un bas débit cardiaque post-opératoire, de pouvoir associer le lévocimendant et puis après avec les autres inotropes que je vous ai cités. Donc maintenant, concernant l'HTAP. L'HTAP réactionnelle n'est pas immédiate, mais elle est aggravée par la CEC. La CEC, en effet, entraîne un déséquilibre du rapport entre le NO endogène et l'endothéline. Tout ce qui est stimulation sympathique, donc tout ce qui est douleur, aspiration trachéale, réveil, et tout ce qui va pouvoir faire augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Donc l'acidose, l'hypoxie, l'hypercapnie. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de pouvoir monitorer ces patients avec des cathéters dans l'artère pulmonaire pour avoir vraiment une évaluation concrète des pressions pulmonaires en continu. C'est des patients également où, pour anticiper, il faut dire, donc lorsque vous avez une CIV large au bloc opératoire, pour anticiper, vous demandez au médecin de réanimation et à l'infirmière de réanimation de mettre déjà du NO dans le bloc de réanimation parce que vous en aurez probablement besoin dans la suite de la prise en charge.
Une chose intéressante, c'est que là, donc, on voit un enfant qui est monitoré avec un moniteur de KTA, un KTA-PSVO2. Donc on peut voir ici, sur des aspirations trachéales, et des grosses saturations, des grosses baisses de débit cardiaque, donc fait des crises HTAP. Ce que l'on peut voir également, c'est que si vous n'avez pas de moniteur de KTAP, là c'est un moniteur de NIRS au-dessus, et on se rend compte que les courbes sont sensiblement les mêmes. Donc on peut quand même monitorer le débit cardiaque avec un moniteur de NIRS, qui est un monitorage non invasif. Et donc s'il n'y a pas de KTAP, mettre des NIRS de manière systématique est un excellent outil. Donc, quelle va être la prise en charge de cet HTAP? Donc, tout d'abord, contrairement aux patients qu'on a vus CIV1, CIV2A, on va les extuber rapidement, on va les réveiller rapidement. Là, on va essayer de faire un réveil beaucoup plus progressif. Il va falloir monitorer le fait qu'ils fassent ou non de l'HTAP lors de leur arrivée en réanimation. Donc, on va commencer à les réveiller tranquillement. Si on voit qu'on fait de s'ils voient qu'ils font de l'HTAP au moment du réveil, quelle va être la prise en charge? Donc la première chose hyper importante, ça va être de rechercher un chouette résiduel. Parce que si vous mettez tous les traitements vasodilatateurs pulmonaires du monde chez un enfant qui a une CIV résiduelle, vous allez aggraver encore plus le tableau. Donc vous recherchez un chouette résiduel. S'il n'y a pas de chouette résiduel, comment ça va se passer? Donc on va pouvoir mettre en place un traitement vasodilatateur pulmonaire. Donc avec, donc le premier c'est le LDO inhalé. Et ensuite des traitements Péros, sildenafil, Tracleer, et éventuellement des aérosols d'Iloprost. Et la lévalisation sera progressive. Et ensuite, en termes de traitement inotrope, euh, tout ce qui est traitement inodilatateur, milrinone, lévosimendan, peuvent être bien pour la prise en charge de ces patients. Pour la prise en charge de la crise d'HTAP, on va dire aiguë, c'est-à-dire l'enfant fait une crise d'HTAP. Quelle va être la prise en charge initiale? Ça va être déjà de monter la FiO2 à 100%, car ça va être l'oxygène est un puissant vasodilatateur pulmonaire, les resédater, voire les recurariser, pour que ensuite la crise d'HTAP un petit peu passe et, euh, et ensuite mettre en place, ça va être des traitements, on va dire, qui va permettre de régler le problème d'HTAP de manière un peu plus chronique. Et habituellement, on peut voir sur ce schéma que évidemment la courbe jaune, c'est sans instauration du traitement. Avec l'instauration du NO, c'est la courbe bleue, et la courbe violette, on se rend compte que, enfin, avec un traitement vasodilatateur pulmonaire efficace, l'enfant ne fait plus de crise d'HTAP, à ce moment-là, on va pouvoir le réveiller dans des bonnes conditions. Donc, troubles du rythme et de la conduction, plusieurs troubles du rythme et de conduction possibles, les ESV, et notamment donc, les atteintes du nord auriculo-ventriculaire ou du faisceau de His, entraînant des blocs de branche droit, ou des PAV transitoires ou définitifs. En effet, il peut y avoir des fois des PAV transitoires liés en fait, à l'inflammation de la CEC qui récupère ensuite dans un second temps. Et donc, de manière systématique, c'est des patients qu'on va équiper avec des électrodes de stimulation temporaire, auriculaire et ventriculaire. Si vous voyez que l'enfant est en BAV complet à la pause de la CEC, on conseille de mettre 2 paires d'électrodes ventriculaires, sont vraiment dépendants du pacemaker, donc voilà, par sécurité. Et ensuite, un pacemaker dans chaque box de réanimation. Enfin, mais ça c'est plus même pour tous les patients, on va dire, nourrissons nouveau-nés qui ont une CEC, l'augmentation, trouble de ventilation, augmentation des résistances aériennes, baisse de la compliance pulmonaire, et donc ça peut entraîner des atéectasies, de l'emphysème, de la surinfection, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une kiné quotidienne, efficace, pour essayer de drainer au maximum ces enfants. Et donc, le but, c'est voilà. Donc, on surveille la réactivité pulmonaire au réveil. Et s'il n'y a pas de réactivité pulmonaire, que l'enfant est plutôt stable sur les stimulations, on va dire, qui peuvent être douloureuses, à ce moment-là, on réveille et on fait un sevrage ventilatoire. Et enfin, dernière complication, donc c'est le shunt résiduel. Donc, soit des CIV qui sont musculaires, trabiculés, on va fermer d'abord une CIV musculaire qui paraît la plus large, et au moment de la pose de la CEC, et la remise en charge, on se rend compte qu'il y avait des CIV qui n'avaient pas été détectés parce qu'ils étaient beaucoup plus petits, qui ne parlaient pas, et de nouveau, et qui apparaissent au moment de la pose de la CEC, ou en bordure de patch, ou lié à des lâchages de suture. Et donc, ça peut entraîner une défaillance ventriculaire. Et donc, dans un second temps, à ce moment-là, il faut discuter une fermeture, enfin repartir au bloc opératoire pour faire une fermeture chirurgicale. Si les enfants sont plus grands, on peut discuter d'une fermeture par cathétérisme interventionnel. Quoi qu'il en soit, on essaie en tout cas de limiter ce risque, enfin, la découverte de choc résiduel par une météo au bloc opératoire qui permet quand même de diagnostiquer la majeure partie de cette éventualité. Donc, en pratique, à l'induction, attention donc à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, à la préoxygénation à 100%, éviter l'hyperventilation entraînant l'hypocapnie. En péropératoire, donc monitorer, donc là encore une fois, cette diapo-là,
concerne plutôt, on va dire, les CIV 2B1. Donc, monitorage avec des cathéters intra-cardiaques. Le cathéter dans l'oreillette gauche est quand même très intéressant. Le cathéter peut l'être également. Un support inotrope systématique par, alors, comme je dis dans les de service, ADRE pour Eurotrope, des électrodes de stimulation et une éthéo systématique au bloc opératoire. Et enfin, la réanimation, pister et surveiller la survenue de l'HTAP et de manière systématique mettre du NO et des PA dans le bloc de réanimation.